Merci d'abord à l'université qui nous reçoit, merci à la région qui nous accueille, merci à la Fédération du bâtiment, à l'Ordre des architectes et à la CAPEB qui ont organisé cette réunion et aux équipes de la FFB. C'est pour moi un très grand plaisir de vous retrouver parce que je suis président du plan BIM, mais j'ai surtout une longue pratique de maître d'œuvre puis de maître d'ouvrage. Et je dois avouer que j'ai le sentiment qu'on avance beaucoup plus à travers les opérations que vous réalisez, dont vous avez témoigné une fois de plus ce matin, que dans les discussions générales qu'on peut avoir dans les ministères parisiens ou dans les administrations centrales. Je pense que c'est vraiment un encouragement très fort à vous donner de continuer à avancer. Dans le fond, c'est le charme du bâtiment, c'est le charme des opérations immobilières. Chaque opération est différente, les sujets sont différents, les intervenants sont différents. Et à chaque fois, on a l'opportunité d'inventer des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles façons de faire. Et puis, on démarre avec des équipes qui se constituent pour un projet. Et quelques années après, on est soit satisfait, soit moins satisfait de ce qui a été fait. Mais en tout cas, on a apporté sa contribution à une évolution générale de l'acte de construire. Alors, l'ordre du jour d'aujourd'hui, je le regardais ce matin en venant, il est particulièrement intéressant parce que on a à la fois les deux témoignages de la matinée sur une opération de construction neuve et sur une opération de transformation. Et cet après-midi, des ateliers sur lesquels on approfondira les aspects notamment juridiques, les aspects techniques. Et je pense que c'est bien de passer de ces approches globales avec ces témoignages à des focus un peu plus précis sur des sujets plus compliqués. Je voudrais simplement rapidement vous faire un point sur le plan BIM, parce que dans le fond, vous avez entendu parler autrefois du PTNB, ensuite du plan BIM 2022, maintenant on évoque le plan BIM. Je vous mets un petit peu tout ça en perspective. Tout ça part de la mission qui avait été confiée à Bertrand Delcambre, président du CSTB, sur l'introduction du numérique dans la filière de la construction. Et puis, c'est devenu le plan national de transformation numérique du bâtiment, le PTNB, donc qui a été conduit jusqu'à fin 2018. Ça, c'était le temps des pionniers, des militants, un petit sous-ensemble d'acteurs de la filière qui étaient convaincus qu'il fallait bouger et qui ont commencé à explorer un petit peu la façon d'avancer. Et puis ensuite, il y a eu le plan BIM 2022, c'est Julien Denormandie qui était ministre et qui m'a confié la présidence de ce plan, avec cette idée nouvelle de faire en sorte que ce ne soit pas simplement les hyper spécialistes, ou bien les industriels, ou bien les fournisseurs de logiciels, mais que ce soit bien les acteurs de la filière qui prennent en main le développement du numérique dans la filière de la construction. D'où la mise en place de l'Association pour le développement du numérique dans la construction, ADN, qui réunit 17 organisations professionnelles, donc les entrepreneurs, les bureaux d'études, les architectes, les géomètres experts, j'en passe, et d'autres, tous les acteurs de la filière qui sont réunis dans une association qui, quelque part, veut mieux maîtriser l'évolution et la maîtrise de la transformation numérique. Donc ça a été le plan BIM 2022, qui a été, honnêtement, à la fois ralenti et accéléré par le Covid, puisqu'en gros, on a démarré fin 2018, on a eu 2019, et puis 2020-2021, il y a eu le Covid. Ralenti parce que ça a compliqué les choses, mais aussi accéléré parce qu'on l'a très bien vu, déjà tous les acteurs ont appris à travailler avec les outils numériques, avec les Teams, les Zoom, etc. Et ça a contribué à dire partout, dans tous les acteurs de la filière, cette transformation numérique, elle est quelque part très, très utile et tout de suite utile. On a avancé, on a fait un certain nombre de programmes. On est passé donc, je dirais, d'un système où avant c'était des hyper spécialistes et des militants du numérique à un système où on a commencé à voir tous les acteurs de la filière qui s'intéressaient à la question, qui s'impliquaient dans les différentes actions. C'est là où on a créé Aurélie pour les maîtres d'ouvrage, on a créé Olympie pour le DCE numérique, un certain nombre de contributions et d'appels à projets. Vu l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui ont
contribuer, je dirais, par des focus sur tel ou tel sujet, à faire avancer la pensée sur le numérique au niveau de la filière de la construction. Et puis, depuis début de cette année, depuis 2022, donc il y a le plan BIM nous court, puisque nous avons convaincu les pouvoirs publics de renouveler les financements pour les 3 années qui viennent, 2022, 2023 et 2024, pour continuer ce travail qui a pour but de faire en sorte que tous les acteurs de la filière, quel que soit le territoire où ils interviennent, quel que soit leur mode d'intervention, puissent accéder à profiter des avantages de la transformation numérique. Je crois que c'est très important, ça a été dit ce matin, même si ça a paru un peu plus compliqué pour le carreleur ou pour le plaquiste, mais moi je suis convaincu que l'ensemble des acteurs de la filière tireront des contreparties positives d'une bonne maîtrise du BIM. Si je prends l'exemple du carreleur ou du plaquiste, eh bien tout simplement sur la meilleure maîtrise des chantiers, tout ce qui est ce qu'on appelait autrefois l'EPC, tout ce qu'on appelle maintenant le Lean Management, il y a des progrès considérables à faire en matière de livraison, de conditionnement des approvisionnements qui bénéficieront même à ces professions, alors que c'est vrai, dans l'exemple de transformation de la Poste de Marseille, c'est sûr qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt direct pour le gros œuvre, le CVC, la plomberie, l'électricité, que pour le carreleur et la plâtrerie. Mais je pense que tout le monde, à terme, sera gagnant. Donc voilà, nous redémarrons avec des moyens financiers qui sont même plus importants que ceux du plan BIM 2022. Un petit mot rapide pour vous dire où on est le projet Croquis. Croquis est typiquement un outil collaboratif qui a quelque part bénéficié du Covid, puisqu'on a bien vu les courbes d'intérêt pour travailler sur la plateforme collaborative de Croquis ont vraiment décollé à l'époque du Covid. On ne le pilote plus dans le plan BIM 2022 parce qu'on a considéré que la phase de soutien, et notamment l'accès totalement gratuit, avait porté ses fruits. Et maintenant, c'est le CSTB et sa filiale CSTB Développement qui est en recherche d'un partenaire privé, je crois que ça avance bien, qui prendra le relais pour une exploitation commerciale de l'outil Croquis. Simplement, il y a quand même une vigilance du plan BIM et de la DHUP, donc du ministère, pour faire en sorte que, je dirais, la tarification permette notamment aux acteurs de toute taille d'accéder à Croquis dans des conditions compatibles avec leurs moyens. Donc ça, c'était le Croquis. Sinon, alors, quels sont les points les plus importants sur lesquels nous souhaitons travailler dans les 3 années qui viennent? En fait, il recoupe un certain nombre de sujets qui ont été abordés ce matin. Il y a d'abord tout le travail d'évaluation de la façon dont la transformation numérique pénètre les acteurs du secteur. Et donc, il y a l'enquête annuelle. Vous savez qu'on avait fait l'Observatoire du BIM, une première enquête l'été 2020. On a fait une deuxième enquête l'été 2021. On fait une troisième enquête qui va se dérouler à partir de cet automne. On aura les résultats, je pense, à la fin de l'année 2022. Et on fera cette enquête chaque année pour mesurer sur l'ensemble des acteurs de la filière la façon dont le BIM est de plus en plus approprié par les différents acteurs. Travail d'évaluation, travail de communication. Le BIM Tour, ce que nous faisons ce matin, nous comptons l'amplifier. J'évoquais tout à l'heure la nécessité d'être peut-être encore plus interactif entre les témoignages qui sont apportés le matin et les gens qui travaillent au niveau national sur le plan BIM. Je pense qu'il y a des débats qui méritent d'être plus approfondis, mais on va approfondir cette action. Je pense qu'on a besoin là du relais de tous les acteurs que vous êtes sur le terrain et également des organisations professionnelles au niveau départemental, régional, pour qu'il y ait une audience plus forte. Si vous voulez, quand je vois la qualité des témoignages qu'on a eus ce matin et la salle, je me dis c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à remplir cet amphithéâtre. Il y a peut-être des points de progrès, il faut qu'on échange entre nous là-dessus, mais on compte bien amplifier cette action et faire venir plus de gens. Donc ça, c'est tout le travail de communication. Les autres sujets majeurs sur lesquels on va travailler, c'est bien évidemment la formation. On a abordé tout à l'heure dans le débat la question des surcoûts d'investissement matériel en temps passé par les collaborateurs. Ils sont incontestables. Je le redis, j'ai été très longtemps maître d'ouvrage. Je pense que le maître d'ouvrage doit faire un effort financier pour apporter une contribution financière supplémentaire pour la maîtrise d'œuvre, pour le BIM management. Ça me paraît indispensable, car in fine, les maîtres d'ouvrage seront les premiers bénéficiaires
de la qualité des ouvrages, des délais de réalisation mieux tenus et des datas dont ils disposeront pour l'exploitation de leurs bâtiments. Et donc la formation, que ce soit la formation initiale, que ce soit la formation continue, que ce soit la formation action au moment où on vous livre des nouveaux équipements numériques, ce sont des points sur lesquels il faut avancer et nous allons consacrer une part importante du budget du plan BIM des 3 années qui viennent à ces actions de formation. On a déjà mis en place un espace qui est accessible sur le web, ça s'appelle Pratiquer le BIM, qui permet à chacun d'entre vous de commencer à démarrer, de voir les possibilités de formation en fonction de ses besoins. Et puis on va également développer beaucoup plus les appels à projets et les appels à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire que c'est une façon, quelque part, d'apporter, nous, à travers les financements du plan BIM, une contribution financière, mais pas de façon verticale du haut vers le bas, mais je dirais en prenant en considération les initiatives locales, thématiques, à travers les appels à candidature qu'on lancera, et on retiendra, un jury de sélection retiendra des projets sur lesquels nous apporterons des financements. On l'a fait dans le cadre du plan BIM 2022, sur le PC numérique, sur les chantiers, sur la qualité, sur un certain nombre de sujets, et on est en train de mesurer les apports. Moi, je crois beaucoup à cette démarche parce qu'elle permet de croiser la volonté d'innover, et encore une fois, en partant des acteurs de terrain qui seront les premiers bénéficiaires et qui seront sûrement, je dirais, plus dans le juste propos que des gens dans des administrations centrales. Ce n'est pas dépréciatif ce que je dis par rapport aux administrations centrales, mais je crois à chacun son boulot. Les administrations centrales sont là pour faire les règles, pour faire la loi, pour mettre en place les textes réglementaires, mais il faut que les initiatives viennent de ce croisement entre les gens sur le terrain et entre les sachants. Donc on mettra beaucoup l'accent là-dessus. Bien évidemment, on va continuer à suivre également tout ce qui est lié aux travaux de normalisation, aux questions de dictionnaire, avec, je dirais, cette vigilance à avoir pour que les acteurs de la filière ne se retrouvent pas un jour avec des textes qui leur tombent dessus et qui restreignent leur capacité de création, de liberté. Donc c'est un travail de veille, de suite de ce qui se passe au niveau de l'Europe, et nous y contribuons. Et puis nous allons aussi mettre l'accent sur tout ce qui est maîtrise d'ouvrage, parce que in fine, c'est quand même bien la maîtrise d'ouvrage qui donne le ton, le niveau d'ambition. Il ne faut pas qu'il soit excessif avec des lods tout à fait inadaptés, mais c'est les maîtres d'ouvrage qui... J'ai longtemps dirigé des organismes HLM, mais je peux vous dire que j'ai vu très concrètement les insuffisances dans le passé quand nos équipes de gestion étaient incapables de présenter le plan d'un appartement à un locataire qui veut rentrer dans un appartement, et le temps qu'on perdait pour faire des travaux de remise en état de logement. Eh bien, tout ça est en train de bouger. Ça n'a pas été dit ce matin, mais je peux vous dire que les bailleurs sociaux, de façon générale, sont tous en train de numériser le parc existant, que sur les programmes neufs ou les transformations d'usage, ils sont de plus en plus en train de recourir au BIM. Donc il y a des sujets d'interface, de connexion, mais il est évident qu'il y a un champ de progrès considérable, notamment sur la maîtrise des charges d'utilisation. Et au moment où les loyers peuvent être bloqués, il est encore plus important de maîtriser les charges, surtout au moment où le coût de l'énergie explose. Donc il y a des gisements de productivité considérables. Donc les maîtres d'ouvrage seront allants dans les années qui viennent sur tout ce qui est numérisation, et nous travaillons dans le plan BIM, notamment avec la MIC, à améliorer, après Aurélie, les outils qui permettent d'avoir des conventions pour développer des projets en BIM. Voilà, très rapidement brossé, parce que le temps passe, j'ai déjà été un peu long, et j'aimerais bien avoir un petit peu de temps pour échanger peut-être avec vous, si vous avez quelques questions. Par rapport à Aurélie et à le deuxième, j'ai oublié le nom, c'est important d'avoir des outils de cet ordre pour nous aider finalement à faire nos documents qui vont après être remis aux maîtres d'œuvre, aux entreprises, pour formaliser le besoin et ce qu'attendent les maîtres d'ouvrage. Donc voilà, c'était une remarque sur ces outils-là qui sont appréciables. Rapidement sur les outils. Donc Aurélie était l'idée de donner aux maîtres d'ouvrage des outils pour conventionner, pour développer des projets en BIM, notamment avec la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Olympie est un outil qu'on a développé
sur l'un des points qui, en tant que maître d'ouvrage, me paraissait le plus sensible, c'est-à-dire, on voyait bien que le dialogue maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureau d'études se passait assez bien dans les phases préliminaires de conception, mais que c'était au moment des appels d'offres, en tout cas dans les développements de projets en mode traditionnel, corps d'état séparé par exemple, qu'il y avait un espèce de dilemme pour le maître d'ouvrage. Il voulait continuer en BIM, mais en même temps, il ne voulait pas se priver des savoir-faire, des compétences d'un certain nombre d'entreprises ou d'artisans qui, eux, n'étaient peut-être pas au niveau au point de vue numérique. Et donc, à travers Olympie, on a essayé de rapprocher, de définir des maquettes qui soient compréhensibles, utiles pour les entreprises et qui permettent d'éviter cette faille qu'il y avait au niveau de l'appel d'offres. La vraie question là-dessus, mais peut-être on en reparlera cet après-midi, c'est toute la question de la façon de contracter entre le maître d'ouvrage et les concepteurs et les entreprises. Parce qu'il y a tout un champ de possibilités entre les contrats de partenariat d'un côté, les appels d'offres traditionnels encore d'état séparés, en entreprise générale, la conception-réalisation. Et on voit bien que la façon de développer le numérique est plus facile dans certains modes de contractualisation que dans d'autres. La conception-réalisation est typiquement un terrain plus favorable à la transformation numérique que l'appel d'offres encore d'état séparé. Oui, une autre question. Jean-Baptiste Rismar, trésorier de l'Ordre des architectes. Effectivement, c'est beaucoup plus facile. Je l'ai vécu professionnellement de contracter en conception-réalisation pour faire du BIM. Néanmoins, je pense que l'intérêt du BIM Tour, justement, c'est de développer les compétences, notamment envers les petites entreprises, puisque de toute façon, les majors qui répondent, ou les groupements d'entreprises en tout cas, qui répondent aux conceptions-réalisations, font travailler justement tout le vivier d'entreprises qui sont sur nos territoires. Donc les plombiers, les maçons, alors les carreleurs, oui, et les peintres, il y a peut-être moins d'intérêt, mais en tout cas tous les corps d'état techniques. Et je pense que justement, avec la FFB, dans chaque département et en région, on travaille pour faire monter en compétences les entreprises, les architectes, les bureaux d'études. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier parce que, sans vouloir faire de politique, hein, nos emplois, enfin notre travail et compagnie, c'est les ressources locales et la totalité des entreprises, des artisans qui travaillent. Et c'est un réel problème sur les appels d'offres. J'entends ce que vous dites et vous avez raison, les maîtres d'ouvrage qui se ferment la possibilité de faire des appels d'offres en BIM puisqu'ils ont peur de ne pas avoir l'ensemble des compétences possibles. Ils le font bien avec les maîtres d'œuvre. Donc c'est un travail à mener avec la CAPEB et la FFB et avec l'ensemble des partenaires de la construction pour avoir une montée en compétences. Voilà, je pense que ça mais c'est tout à fait la vocation du plan BIM, hein, c'est de faire en sorte que tous les entrepreneurs, tous les artisans, tous les architectes, tous les bureaux d'études, les ingénieurs conseils puissent être à égalité d'agilité, si je puis dire, pour participer à des développements de projets avec le BIM, c'est clair. Merci beaucoup pour cette intervention, pour également vos questions.